Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, aussi nombreux. Ça fait du bien, hein. Je vois 25 participants, bon, moins les trois organisateurs. Vous êtes quand même 22. Il y avait 28 ou 29 réserves inscriptions. C'est très cool. Euh, je m'appelle Joël, je suis journaliste scientifique et communicateur scientifique aussi, de façon plus large. On va parler de la distinction entre les deux aujourd'hui, en passant. Et j'étais jusqu'à il n'y a pas si longtemps président de l'Association des communicateurs scientifiques qui organise la bourse Fernand-Séguin à chaque année. Et puis, je ne suis plus président de l'association, mais je suis toujours responsable de la bourse Fernand-Séguin. Donc, c'est moi le. Je ne suis pas membre du jury, mais je suis comme la firme Leblanc et Leblanc qui gère que tout se passe bien, recruter les jurys, que tout se fasse selon les règles, que les règles soient respectées d'un bout à l'autre du processus et accessoirement aussi de s'assurer que tous nos partenaires de diffusion passent nos pubs en ce moment sur la presse Le Soleil et l'agence Science Presse et à différents endroits pour faire promouvoir la bourse et avoir des participants. Euh, j'ai le plaisir de vous présenter Pascal Lapointe, qui, si vous ne le connaissez pas, est rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Tu nous parles de... Tu es à Montréal en ce moment, Pascal? Exact. Exact. Et puis, Pascal fait partie du jury de la Bourse Fernand-Séguin depuis plusieurs années, je ne sais pas combien, au moins 40, c'est ça? Quelques-unes. Et puis, l'année dernière, en fait, à chaque année, lors du processus de sélection, parce que je ne suis pas membre du jury, mais je supervise, je suis là, je suis présent, je prends des notes. Et à chaque année, il y a toujours un peu les mêmes commentaires qui reviennent. Et l'année dernière, ben, Pascal, en sortant du jury, on a eu une discussion. Et il dit, c'est régulièrement, c'est souvent les mêmes erreurs qui apparaissent. Il y a une liste assez courte, en fait, d'erreurs qui surviennent chez les candidats qu'on écarte et qui, malheureusement, se font écarter assez tôt parce que ces erreurs-là sont importantes. Et on s'est dit, ben, il existe, moi je disais, ben, il existe un document, si vous allez sur la page de la Bourse Fernand-Séguin, sur notre site, sur le site web de la CS, il existe un document qui s'appelle Comment gagner la Bourse Fernand-Séguin. Et sans vouloir être méchant, semble-t-il que des gens ne le lisent pas au complet ou ne le lisent pas attentivement. Et là, on s'était dit, Pascal et moi, il faudrait expliquer aux gens comment perdre la bourse Fernand-Séguin. Peut-être que ça serait plus vendeur. Et là, c'est le but de la petite rencontre de ce midi, de souligner, de vous présenter ces erreurs-là qu'on voit à chaque année. Et puis, ben, peut-être dans le but que si vous y participez cette année, que ces erreurs-là, vous ne les ferez pas et vous allez augmenter vos chances de la remporter. Cette, ce document-là, donc, que j'ai dit qui s'appelle Comment gagner la bourse Fernand Séguin, il est en ligne. Je vais mettre le lien dans le chat. Voilà, si ça vous tente. De toute façon, si vous parcourez les règlements du concours, vous allez le trouver, mais le revoici. C'est un petit document de 6 pages, je crois, qui a été écrit par Gilles Provost, un ancien président de la OK. CS, et lui-même journaliste retraité, si mes infos sont bonnes. Donc, voilà, ça va être une discussion assez jazzée, là, assez improvisée entre Pascal et moi ce midi. C'est pas vrai, elle est un petit peu préparée. On a sorti une liste de ces erreurs-là, mais on va le contenu, la teneur des échanges n'a pas été préparée plus que ça. Donc, on va présenter ces erreurs-là. On va prendre peut-être 30, 35, 40 minutes, je ne sais pas combien. Et puis après ça, ben, on aimerait ça avoir vos questions, soit sur ces erreurs-là typiques ou plus largement sur la bourse Fernand Seguin, et même ça peut être même sur la carrière en journalisme scientifique. Moi, ce que j'aimerais lancer tout de suite, avant de tomber dans des erreurs de façon plus spécifique, de façon globale, j'aimerais que vous, toutes et tous, futurs participantes et participants de la bourse, et anciens, je reconnais des noms, j'ai vu passer de vos noms dans les années précédentes. Euh, il faut voir la bourse Fernand Séguin au-delà d'un concours. C'est pas juste un concours où vous envoyez une œuvre journalistique dans le but de remporter des prix. De l'autre côté de la lorgnette, de l'autre côté de la lunette, là, les gens, les juges, les jurés qui analysent vos textes ou vos balados ou vos reportages vidéo, peu importe, euh, ils sont un peu en mode chasseur de tête. Ils sont un peu en mode, notre rôle, c'est de désigner un lauréat ou une lauréate qui va plonger dans l'écosystème québécois par la suite, puis qui va devenir un nouveau journaliste scientifique ou une nouvelle journaliste scientifique au Québec. Donc, c'est un peu plus que le texte ou en tout cas, c'est pas juste l'œuvre qui est évaluée,
mais c'est votre talent de journaliste, mais sous tous ses aspects. Ça va de la recherche du sujet à vos astuces pour dégoter des entrevues. Donc, ce qu'un vrai ou une vraie journaliste doit faire sur le terrain au quotidien, on tente de le voir aussi dans ça. Et ça joue dans la balance pour décerner ou pas le titre de lauréat ou de lauréate de la bourse Hermann Séguin. Donc, une grosse partie de ce qu'on va raconter ce midi, gardez ça en tête. C'est parce qu'on cherche on est des chasseurs de tête. Je dis on, mais c'est plus les jurés. Ils sont des chasseurs de tête. Et c'est comme s'ils avaient reçu un paquet de CV avec un exemple de travail. Et là, on essaie de trouver le meilleur ou la meilleure journaliste là-dedans. Parce qu'on va lui confier, on va lui offrir 6 mois ou plus de stage, de l'argent. Donc, on veut bien investir ça pour former quelqu'un correctement. C'est très orientant, c'est très professionnel comme vue. C'est, on va former cette personne-là éventuellement. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont investir de l'argent, puis de l'énergie, puis du temps dans ces personnes-là. Ben, le but, c'est que ces personnes-là aient la meilleure longueur d'avance possible. Donc, et c'est le dossier. Donc, c'est vraiment un dossier que vous nous envoyez presque d'embauche. Et puis, vous le voyez surtout comme un temps de travail, puis de livrer une œuvre journalistique, mais les jurés le voient plus largement que ça. J'ai assez parlé. J'aimerais entendre Pascal maintenant, sachant ce que je viens de vous dire là. Euh, une des erreurs, Pascal, que toi et les autres membres du jury, je vous entends souvent dire à la lecture d'un dossier, d'un texte ou d'une œuvre, c'est ce n'est pas du journalisme scientifique, c'est de la belle vulgarisation scientifique, mais ce n'est pas du journalisme scientifique. Alors, déballe-nous ça. C'est quoi ça, la différence? Qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins dans le journalisme scientifique? Ouais, ben il faut bien comprendre que c'est ni plus ni moins, c'est surtout pas en aucun cas un jugement de valeur sur l'un ou sur l'autre. Puis bon, ben peut-être pour rassurer en même temps ceux qui penseraient qu'on commencerait, c'est rarement le facteur déterminant. Je pense même que ça n'a jamais été le facteur déterminant, mais c'est toujours quelque chose qui nous titille. Alors la différence, c'est quoi? Le journaliste est indépendant. Dans notre jargon, on dit qu'il est indépendant de ses sources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas là au service du chercheur ou de l'université. Vous avez très bien le droit, si vous êtes journaliste scientifique et vous interviewez le chercheur XYZ, vous avez tout à fait le droit après ça d'aller interviewer un autre chercheur qui va peut-être apporter des bémols sur la première recherche. Alors que si vous êtes vulgarisateur, vous travaillez pour une université, ben, vous êtes probablement là pour mettre en valeur la recherche du chercheur XYZ de cette université-là. Et c'est là, tout simplement, qu'est la différence. Elle est très subtile, mais elle a pour avantage, quand on est journaliste, de vous donner un petit peu de liberté de plus pour dire, j'aime bien ça parler de cette recherche-là, mais j'aimerais ça pouvoir prendre aussi un pas de recul pour voir s'il y a des gens qui examinent ça de façon critique. Alors c'est ça la différence entre le journalisme et la vulgarisation. Mais encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, là. Je suis surtout pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre. Moi, j'aime dire que la vulgarisation est nécessaire au journalisme, au sens de l'aptitude d'être capable de vulgariser. C'est une des habiletés dont un bon journaliste doit faire preuve, une bonne journaliste doit faire preuve, c'est de bien vulgariser. Ça ne suffit pas, mais donc vulgariser. Et puis, donc qu'est-ce qui fait, Pascal, parce que moi, par exemple, si je fouine sur Wikipédia, parfois il y a des articles Wikipédia qui sont ultra bien vulgarisés, super bien expliqué. Pourquoi je pourrais pas prendre ce texte-là puis le soumettre à la Bourse Fernand Séguin ou à l'agence Science Presse pour publication? Ouais, parce que là, si on se rend compte que c'est un texte Wikipédia en faisant une recherche Google, là, ben, c'est Oui, un dossier qui vient de prendre le bord. oui, mais je voulais pas c'est pas l'aspect plagiat dont je parlais, mais c'est un texte comme celui-là qui est très bien vulgarisé. Ouais. Pourquoi ça suffit pas en journalisme? C'est une bonne question parce que dans les textes Wikipédia, tu vas souvent avoir ce recul critique dont je parlais. C'est-à-dire que dans les textes Wikipédia, dès le moment où il y a une controverse, il y a probablement quelque part dans le texte une section qui s'appelle controverse ou critique ou tout ça. Et c'est ça qu'on attend du journaliste. Quand il y a une controverse, il ne faut surtout pas la balayer sous le tapis en faisant comme si elle n'existait pas. Alors que dans certains métiers de la vulgarisation, et je précise pas tous, un vulgarisateur peut très bien se dire, ouais, mais j'ai pas le droit de parler de ce que dit le chercheur de McGill, vu que moi, je travaille juste pour l'Université de Montréal. C'est là qu'est la barrière. Mais elle est subtile parce que il y a des vulgarisateurs qui, effectivement, vont se faire un devoir de montrer les deux côtés de la médaille quand il y a deux côtés. Mais dans beaucoup d'endroits, ils n'ont pas cette obligation-là. On n'attend pas ça d'eux. On attend d'eux d'abord et avant tout
Il faut que tu fasses ressortir le côté wow de cette recherche-là. Il faut que tu fasses ressortir combien notre chercheur a accompli un exploit en publiant dans Nature. Est-ce que la journaliste ou le journaliste a parfois la liberté de choisir ses sujets, tout comme nos éventuelles participantes et participants aujourd'hui vont devoir se choisir un sujet? Euh, et parfois, moi, ce que j'entends comme faiblesse dans les dossiers Fernand Séguin, c'est ben, cette personne-là n'est pas tellement sortie de ses sentiers battus, elle n'est pas tellement sortie de son champ d'expertise. Pourquoi c'est agaçant pour les jurés? C'est parce qu'en général, avec ce problème-là, en viennent d'autres. On sent que la personne n'a pas pris assez de recul face à son sujet. On sent même que très souvent, c'est le texte de la bourse qu'elle a soumis à la bourse en gain est un genre de condensé de sa propre recherche, ce qui ouvre la porte à d'autres problèmes dont on va sans doute parler plus loin ce midi. On parle par Mais exemple des étudiants gradués de maîtrise ou de doctorat, par exemple, qui ont oui, spécialisé dans un on, domaine. Ouais. puis on peut synthétiser, essayer de synthétiser leur recherche sans se rendre compte que c'était pas ça, la vulgarisation. Mm. Mais ça, on va revenir plus loin. Mais c'est sûr que l'idée de... En fait, l'idée de pouvoir proposer soi-même ses sujets vient du fait qu'un journaliste scientifique, un vulgarisateur scientifique en général au Québec, ça couvre vraiment toute la science. C'est très, 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 très rare que vous allez trouver quelqu'un qui est dans le monde des communications en sciences au Québec qui se spécialise dans un domaine comme l'astronomie. L'exception serait l'environnement, mais l'environnement, déjà, c'est très large. Il y a des gens spécialisés en santé, mais la santé, c'est très large. Et la raison de ça, c'est que le marché n'est pas très grand. Il y a personne, à ma connaissance, Joël me contredira peut-être, mais il y a personne, à ma connaissance, qui pourrait faire de la vulgarisation scientifique en chimie au Québec et gagner sa vie avec ça. Donc, inévitablement, si vous allez dans le métier, vous allez sortir de votre champ initial d'expertise parce que vous allez vouloir gagner votre vie, payer votre loyer, et surtout, vous allez découvrir à quel point il y a un côté le fun à ça. Parce que vous arrivez avec un regard différent sur la chimie, par exemple, si vous n'avez pas étudié là-dedans, et bien sûr que vous n'avez peut-être pas des connaissances de base, mais c'est en général pas des connaissances hyper pointues en chimie qu'on va attendre de vous pour faire une vulgarisation adéquate. Donc, c'est ça. C'est oui, on s'attend à ce que vous proposiez des sujets dans les métiers parce que le domaine est extrêmement vaste et vous allez travailler pour un directeur des communications ou un rédacteur en chef qui n'a pas le temps de suivre l'actualité scientifique en général. Il suit déjà peut-être l'actualité politique ou économique ou autre. Alors, il va s'attendre de vous à ce que vous arriviez avec des idées originales. Mettons, Pascal, que quelqu'un est étudiant de doc ou de maîtrise en écologie, mettons, et puis cette personne-là a déjà un compte Instagram, puis elle publie des affaires, ou un compte TikTok, ou peu importe, fait déjà de la vulgarisation scientifique, puis en plus nous livre un texte sur l'écologie. Mhm. Il se passe, qu'est-ce que vous pensez comme juré quand vous recevez ça? Ouais, l'écologie, c'est large. Je pense Bon. que c'est un peu unique. Mais non, mais tous les domaines sont larges. Pour ça, je mentionnais l'environnement tantôt. Euh, le problème, tu l'as mentionné tantôt, c'est la personne qui proposerait un texte qui est spécifiquement sa recherche. Mais quelqu'un qui étudie l'écologie et qui étudie les oiseaux rares qui viennent à Montréal, comme le rouge-gorge européen, mais il nous propose quelque chose sur les exploitations de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, puis les dangers que ça pose pour l'environnement. Hmm. On n'est plus dans le même domaine, là. Donc, ce genre de choses-là ne pose pas de problème. Mhm. Le problème se présente vraiment lorsqu'on sent que c'est sa propre recherche de maîtrise ou de doctorat dont il essaie de nous offrir un condensé dans la bourse Français-Gain. Il y a des cas où le jury dit cette personne-là ne semble pas vouloir devenir journaliste scientifique, elle semble vouloir rester en écologie et par là-bas et en parallèle faire de la vulgarisation dans son domaine, dans son plus tard. Donc elle ne veut pas se lancer nécessairement dans une carrière de journalisme. Elle va poursuivre, elle semble vouloir poursuivre sa carrière en écologie puis faire de la vulgarisation en parallèle. Oui. Ça, c'est arrivé quelquefois aussi dans les discussions où j'entendais ça et ça, elle perdait un peu des points dans ce cas-là. On cherchait quelqu'un de plus polyvalent ou en tout cas de quelqu'un qui a envie de faire du journalisme et pas que
de la vulgarisation en écologie ou en chimie ou en astronomie. Oui, ben ça nous rappelle au fait que c'est une bourse pour rentrer, pour faire carrière, pour ceux qui sont intéressés à faire carrière en journalisme scientifique. Et donc, une personne qui se voit comme un futur chercheur, professeur d'université, et qui ferait de la vulgarisation dans ses temps libres, ben, c'est pas ça qu'on recherche forcément. Et qu'est-ce qui nous amène à soupçonner ça souvent? Ben, c'est quand on regarde le CV ou quand on regarde le parcours, quand on regarde la personne dont la personne parle de ses ambitions. En général, ça sort tout de suite que c'est quelqu'un qui a fait la maîtrise, le doctorat, le post-doctorat, qui a peut-être jamais même tâté de la vulgarisation et qui, dans certains cas, le dit clairement qu'il aimerait ajouter une corde à son arc comme chercheur. Alors ça, c'est pas le but de la bourse Laurence Séguin. Comme chercheur. Ouais. C'est deux mots qu'il ne faut pas mettre dans votre présentation, gang. Euh, euh, Allons-y maintenant de quelque chose d'un peu plus pratico-pratique, la façon dont un texte est construit. Moi, je me rappelle en secondaire 3, dans mes cours de français, on m'apprenait ben, un texte, ça se décortique de intro, développement, en conclusion, et puis on apprend ce qu'on voulait apprendre à la fin, à la conclusion. Ça, c'est mortel, faire ça en journalisme. C'est peut-être même la pire erreur Ouais. que vous pouvez faire. Et c'en est une que vous pouvez éviter en lisant le guide dont Joël vous parlait, là, comment gagner la bourse en Séguin. Mais c'est plus que ça, c'est que c'est mortel parce que si un jour vous suivez une formation d'initiation à la vulgarisation, Joël en donne de temps en temps, donc des formations de 2 heures, 3 heures, ou si vous donnez si vous suivez un cours de vulgarisation dans une université, c'est une des premières choses qu'on va vous apprendre dans le premier cours, de la première séance. La structure introduction, développement, conclusion, oubliez-la. La structure. Mais ça, c'est difficile à. Je me rends compte qu'il y a peut-être même des gens en ce moment qui ont un choc, là, parce que. Pourquoi ils nous ont appris ça au secondaire? C'est parce que c'est ça, on a appris ça depuis le secondaire, et c'est souvent la seule façon d'écrire que l'on connaît, parce qu'elle nous a suivis au secondaire, au cégep, à l'université, dans n'importe quel travail de recherche, c'est notre structure la plus intuitive. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste la bourse en enseignement, c'est pas juste la vulgarisation. Si vous en allez dans n'importe quel métier dans le monde des communications, pas juste la science, là, n'importe quel métier dans lequel vous avez à communiquer pour le grand public, vous n'utiliserez jamais la structure introduction, développement, conclusion. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise à la place? Ben là, ça dépend des métiers, ça dépend des circonstances. Évidemment, on n'écrit pas de la même façon une exposition dans un musée puis un article journalistique. Mais à la base, la structure introduction, développement, conclusion, ça va pas du tout pour attirer l'attention d'un public qui, a priori, serait pas intéressé par le sujet. En fait, quand on fait ça, c'est qu'on les choses les plus intéressantes, on les garde pour la fin, quand Ouais. on respecte cette structure-là. Alors qu'on veut intéresser les gens dès le début de notre texte. Ça fait que ça serait quoi la bonne structure? C'est conclusion, développement, introduction? On le revire à l'envers. C'est une des possibilités. Ce qu'il faut Ouais. comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule possibilité. Hmm. Si un jour vous faites de la nouvelle journalistique, vous allez entendre parler d'une structure qui s'appelle la pyramide inversée. Celle-là ne vous concerne pas, c'est pas celle-là qu'on suit pour un magazine. Mais un truc, moi, que je pourrais vous donner en plus du guide, c'est si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, allez ramasser les copies de Québec Science ou de n'importe quel magazine de vulgarisation en anglais ou en français. Parce que vous allez tout de suite repérer, ah, OK, quand il structure, il commence par tel type d'élément spécifique, ou une entrevue, ou une citation, mais il commence jamais par des généralités. Ce qui est le propre de la structure introduction, développement, conclusion. Ce qu'elle a de mortel, comme disait Joël à l'instant, pour ne pas attirer l'attention d'un public, c'est qu'elle commence par une mise en situation, dans quel contexte s'inscrit ma recherche, puis voici l'historique de mon domaine de recherche, puis voici les définitions à retenir avant de commencer. En général, c'est tout ce qu'on met dans une introduction d'une recherche, mais si vous êtes devant un lecteur qui s'intéresse pas, a priori, qui pense pas qu'il va s'intéresser à votre recherche, ben, il se rendra pas jusqu'au bout des définitions et de l'historique. Hmm. Il y a, euh, il y a des textes parfois, des œuvres qu'on reçoit à Fernand-Séguin, dans lesquelles on ne donne la parole à personne dans ce texte-là. Ouais. C'est une belle Bon. recherche, bien vulgarisée, mais il n'y a personne qui entre en scène dans le texte. C'est ça. Ça, c'est un autre problème, tout à fait différent de la structure, mais qui est important, c'est qu'on aime bien que vous fassiez parler des gens.
C'est peut-être aussi une distinction qui nous ramène un détail qui nous ramène à la distinction entre le journaliste et le vulgarisateur. Parce que parmi les vulgarisateurs, vous avez des scientifiques qui font de la très bonne vulgarisation et qui parlent donc en tant qu'experts. Sauf que la bourse en gains ou le journalisme, c'est pas le journaliste qui parle en tant qu'expert, c'est pas le journaliste qui nous explique une recherche. Le journaliste est allé rencontrer des gens qui lui ont expliqué la recherche ou le domaine de recherche ou la problématique. Et donc, c'est une erreur qu'on voit de temps en temps dans des dossiers. Puis là, on reconnaît donc l'étudiant qui s'est posé, qui a fait sa recherche, qui a fait une très bonne recherche, qui a pris soin d'enlever tous les mots savants, mais qui se pose en quelque sorte en expert parce que c'est lui qui nous fait une analyse. Alors ça, s'il n'y a aucune entrevue, s'il n'y a personne qui apparaît dans votre article, c'est un problème. On a eu des cas, tu te rappelleras, Joël, où on avait effectivement zéro entrevue dans le texte. Et quand on lisait le document à côté, le document Hmm. explicatif dans lequel le candidat doit raconter sa démarche, là, il nous racontait, j'ai rencontré telle personne, telle personne, telle personne. On disait, hey, waouh, c'est le fun, mais Il a pourquoi on ne fait voyait une pas ces entrevue. personnes-là dans le texte? Où sont-ils? On les entend pas. Ouais. Il y a un- il y a des cas où parfois, effectivement, moi, je me suis déjà fait dire par quelqu'un avec qui je discutais de mon métier, qui disait, oui, mais à quoi bon aller rencontrer ces gens-là? C'est presque du temps perdu. Avec toutes les lectures que j'ai faites, je peux l'expliquer moi-même. Moi, je me suis déjà fait dire ça. Puis tu réponds bien à ça. C'est comme, OK, mais c'est pas ça le journalisme. Oui. C'est toutes tes lectures ont supposé. Moi, je le vois comme toutes tes lectures, tout t'as approfondi le sujet, ça te permet d'aller faire une entrevue bien poussée, puis bien, ça te permet de bien poser les bonnes questions, mais c'est pas suffisant, en tout cas. Non. Peut-être que ça peut, pour ceux d'entre vous qui avaient zéro expérience de journalisme, je présume que c'est la plupart d'entre vous aujourd'hui, il faut que vous sachiez quelque chose qui va peut-être vous surprendre. C'est que c'est très rare que le journaliste donne son opinion. Il y a environ 2000 journalistes au Québec qui sont membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, puis on estime qu'il y a peut-être un autre millier de journalistes qui n'en sont pas membres. Parmi eux, ceux qui sont payés pour donner leur opinion, c'est une toute petite minorité, ceux qu'on appelle les chroniqueurs. Alors peut-être que j'en surprends certains parce que vous avez peut-être l'impression qu'on voit partout les journalistes qui donnent leur opinion, c'est parce que ceux qui donnent leur opinion sont souvent les plus visibles. On va les voir régulièrement à RDI ou à LCN. Puis si vous alimentez par les réseaux sociaux, ben, c'est souvent eux qui ressortent plus dans les algorithmes parce qu'une opinion, ça ressort plus fort qu'un texte. Mais la grande majorité des journalistes, moi inclus, Joël inclus, la grande majorité des journalistes qui écrivent dans Québec Science, qui travaillent à Découverte, aux années-lumière, on ne veut pas entendre leur opinion. On veut entendre l'opinion des gens qu'ils ont rencontrés. Le journaliste doit se mettre sa mission première, une de ses missions premières, c'est de se mettre en retrait par rapport aux gens qu'il a rencontrés. C'est pas son opinion qu'on veut entendre. Est-ce que, Pascal, tout sujet scientifique, est-ce que toute découverte scientifique vaut un article journalistique scientifique? Non, mais là, celle-là, je voudrais pas décourager personne parce que Mhm. ça dépend toujours comment on l'aborde. Il y a des découvertes qui sont prématurées, qui sont préliminaires. C'est certain que si vous faites une recherche sur des souris pour un futur médicament, c'est peu probable que ça mérite 10 feuillets, c'est-à-dire la longueur d'un texte de Bruce Seguin, parce que, bon, on le sait tous, c'est une recherche sur les souris. Si jamais ça aboutit sur quelque chose, on ne saura peut-être pas avant des années. Donc, il y a des sujets qui sont moins propices que d'autres, simplement parce qu'ils sont moins avancés. Par contre, faut pas penser qu'il y a des sujets qui sont pas intéressants parce qu'ils sont complexes ou obscurs ou théoriques. C'est juste que c'est dans ces cas-là qu'il faut se poser la question, OK, par quel bout je pourrais le prendre? Par quel angle d'attaque je pourrais prendre ce sujet-là pour interpeller mon lecteur, pour amener mon lecteur à se sentir concerné ou à dire, ah, waouh, c'est intéressant cette affaire-là, j'aurais pas pensé ça. Et on le sait, là, il y a régulièrement des sujets comme ça dans la Bourse en qui nous surprennent pour lequel on se dit, on termine la lecture en se disant, hey, waouh, voilà un sujet qui était drôlement difficile, qui concerne absolument pas la santé, qui concerne absolument pas le train-train quotidien des gens. Autrement dit, on lit ça, puis on ne changera pas notre alimentation, notre mode de vie, et ainsi de suite. Mais on a lu ça, puis on dit, hey, waouh, c'est intéressant ça. Donc, il faut surtout pas partir du principe que, oh mon Dieu, je suis dans un sujet théorique, je pourrais jamais vulgariser ça. Non. Ça, on peut toujours trouver un détail. Mais il y a par contre des recherches qui en soi sont très préliminaires, puis c'est peut-être pas elles qui sont intéressantes, c'est peut-être toute la problématique qui est en arrière-plan. Pour reprendre mon exemple des souris de tantôt, c'est peut-être pas tant sur la recherche sur des souris
que vous allez faire un article, mais sur toute la problématique qui est en arrière-plan, puis qui fait qu'en ce moment, il y a plein d'argent investi pour combattre telle maladie, telle pathologie. Est-ce que j'ai raison, Pascal, de dire que parfois le choix du sujet, euh, et je parle pas tant est-ce que le sujet est plus ou moins avancé ou quoi que ce soit, mais lorsqu'un participant ou une participante envoie un sujet surprenant, mais surtout du genre que, parce que je ne l'ai pas détaillé, mais il y a deux vagues de jury à la Bourse Fernand Séguin. Il y a d'abord 4 ou 5 personnes à une première vague qui fait un premier tri, puis il y a 4 autres 5 personnes différentes qui font le jugement final. Donc, c'est tous des journalistes scientifiques, ou à peu près. Euh, et parfois, il arrive des sujets que ces 10 personnes-là, dont c'est le métier de faire du journalisme scientifique, n'avaient jamais entendu parler de ce sujet-là. Et là, c'est une belle surprise. Et je pense que la personne, si le texte est bon et tout, le choix de son sujet et la surprise qu'elle a amenée donne des points, peut peser quand même un peu dans la balance sur le choix du lauréat ou de la lauréate. Moi, les, les, au cours des 20 quelques dernières années, là, les fois où je connaissais les lauréats ou les lauréates, puis je voyais, OK, oui, ce sujet-là, effectivement, non seulement il est difficile, mais personne n'en parlait encore. Fait que ça, Mhm. c'est, encore là, je reviens au principe de c'est de la graine de bon journaliste de trouver, de dénicher le bon sujet, et bien sûr de le traiter de façon intéressante, comme tu dis, Pascal. Et ça vaut pour ceux qui ont de l'expérience en journalisme, ceux qui ont étudié en journalisme, comme ceux qui n'ont jamais touché au journalisme, parce que ne perdez jamais de vue, là je m'adresse spécifiquement à ceux d'entre vous qui êtes à la maîtrise ou au doctorat dans une discipline scientifique pointue, perdez jamais de vue à quel point, sans vous en rendre compte, vous êtes déjà des experts là, par rapport à la majorité de la population. Même si vous êtes juste, puis je mets des gros guillemets, même si vous êtes juste à la maîtrise, vous avez eu des lectures, vous avez entendu des choses, vous êtes intéressé à des sujets, vous avez lu des recherches dont 99% de la population n'a jamais entendu parler. Alors peut-être que votre sujet pour la bourse en Séguin, il est là quelque part dans vos lectures, même si c'est pas exactement votre expertise, même si c'est quelque chose pour lequel vous dites, ouais, mais tout le monde dans mon domaine, c'est ça. Demandez-vous plutôt, est-ce que la population est au courant de tout ça? Hmm. C'est notre fameuse bulle socio-scientifique. On baigne avec des gens qui savent les mêmes choses que nous, donc on pense que tout le monde le sait. Euh, Ben, ouais, j'avais noté quelque chose, mais ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure. J'avais noté une des erreurs, c'est parfois les gens semblent, on dirait que le participant ou la participante joue un peu au cheerleader d'un champ de recherche et regardez comment c'est fantastique les avancées dans ce champ-là, ou d'une découverte en particulier, ou d'une université, ou même de la science en général, que c'est beau la science, regardez comment ça avance. Et ça aussi, ça fait un peu, ça fait un peu naïf parfois lorsque vous recevez des candidatures comme ça. Oui, mais là encore, c'est particulier la bourse en Séguin parce que c'est une bourse en journalisme scientifique. Vous avez des gens qui font de la vulgarisation sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok et qui en font très bien et qui sont délibérément dans le côté wow. Et j'ai absolument rien contre ça. Il en faut, puis il y a des sujets qui vont peut-être même mieux ressortir si on a un bon vulgarisateur devant l'écran qui nous fait sortir le côté wow. Mais la bourse en Séguin a cette orientation journalistique qui fait que on veut quand même que le candidat nous fasse la preuve qu'il est capable de prendre un pas de recul, qu'il est capable d'être un petit peu, garder son esprit critique face à son sujet. Euh, Moi, lorsque je donne des formations, et je vais prendre 45 secondes, mais j'ai l'habitude d'expliquer aux gens que ma façon à moi de voir mon métier de journaliste scientifique, ça nécessite trois grandes habiletés, moi je trouve. Il y a celle d'être capable de maîtriser le sujet. Tout le monde est d'accord avec ça. Si on veut parler d'un sujet, faut le comprendre, il faut bien le maîtriser. Donc, il faut avoir lu, il faut avoir fait ses entrevues, etc. Le deuxième surprend personne non plus, l'art de vulgariser, bien expliquer, enlever le jargon. Ça, il y a des livres juste là-dessus, tous les trucs, la poutine du métier. Mais le troisième, moi, au début, je ne le connaissais pas. Et ce n'est qu'à la moitié de la carrière que j'ai jusqu'à maintenant que j'ai commencé à le réaliser puis à le mettre en œuvre. C'est d'être intéressant, de, de mettre en place quelque chose qui, comme Pascal le disait, donne au lecteur ou à la lectrice envie de lire, de continuer à lire, surtout après le premier paragraphe. Et ça, il y a d'autres stratégies qui ne sont pas de la vulgarisation, mais qui sont de l'art du storytelling, de raconter des histoires, d'amener le lecteur ou la lectrice quelque part. Moi, ce que je m'impose quand j'écris un texte, c'est que mon premier ou, mettons, mes deux premiers paragraphes,
c'est un peu comme les gens sont dans une salle de théâtre et le rideau s'ouvre. Et même si l'histoire commence pas, il y a déjà des éléments d'information. Il y a de la lumière, puis il y a peut-être un peu de musique, puis tiens, il y a un fauteuil sur la scène. Ça, c'est au théâtre, mais moi, dans mon texte, ben, j'amène les gens, OK, on est dans une forêt, puis on marche, puis on entend les feuilles craquer, ou il fait froid, ou il y a une odeur d'ammoniac dans le local, ou peu importe, mais j'essaie de transporter mes lecteurs et mes lectrices dans un endroit précis. Pas toujours, mais bien souvent. J'essaie de les transporter dans un endroit précis, à une époque précise. C'est pas nécessairement à notre époque, ça pourrait être dans le passé. Puis de leur faire vivre plus que de leur faire lire mon texte. Je ne prétends pas y arriver toujours, mais, mais c'est le défi que je tente de me lancer. Donc, l'erreur que j'avais notée, grand préambule, j'ai pris plus que 45 secondes, pardon, mais considérer que la science, l'erreur, c'est de considérer que la science n'est qu'une affaire de chiffres, de données, en écartant les humains, en écartant les émotions, en écartant les histoires humaines. Ça aussi, c'est une des pires choses à faire aussi quand on parle de Oui. science. Ici, ça peut vous rassurer. Ceux qui ont l'impression que c'est compliqué, ce que dit Joël en ce moment, ça ne l'est pas. Ou du moins, oui, ça l'est, mais ça l'est à long terme. C'est-à-dire que il n'y a aucun jury qui va dire, ah, il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas d'histoire, donc on l'écarte. Bien sûr que c'est comme une couche supplémentaire, comme Joël le dit, on peut le découvrir alors qu'on est déjà dans le métier. Et c'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse-là, c'est parce que je donne un cours d'écriture journalistique à l'université. Donc, écriture journalistique en général. Donc, un cours pour des étudiants en journalisme. Ben, je peux vous garantir que pour eux aussi, c'est difficile. Puis on termine la session avec il y en a encore qui rament. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas de journalisme. Ils vont peut-être trouver une job, puis ils vont encore ramer pendant une couple d'années parce que ce que vient de vous décrire Joël, oui, c'est fondamental, mais en même temps, on est conscient que c'est compliqué. Donc, comme jury, on n'a pas une grille de critères tellement sévère que on regarderait un texte en se disant, ah, ce texte-là n'est pas encore publiable dans Québec Science, on écarte ça. On n'est pas sévère à ce point-là. On cherche les talents, en fait. On tente d'entrevoir le talent parfois dans une œuvre où il y a. Voilà. Euh, oui, ben, c'est surtout si une grande partie des candidats et des candidates pour la bourse sont du milieu de la recherche. Ils ont une formation, ils n'ont pas de formation en journalisme, ou très peu, ça arrive parfois, mais la plupart du temps, ils arrivent d'une formation académique en sciences de tous les univers scientifiques possibles. Et ils tentent le coup, mais c'est un autre univers, l'univers du journalisme, puis de raconter, surtout dans la façon de communiquer. Puis les scientifiques ne font que ça, communiquer. Ils font juste ça, faire des rapports, puis des articles scientifiques, puis sauf que c'est pour communiquer entre eux qui avons des passions communes, puis on n'a pas besoin d'ajouter une couche d'intérêt là-dedans. Lorsqu'on se tourne vers le grand public, ben là, elle est nécessaire, cette couche, ce vernis, en tout cas, cet emballage d'intérêt qu'il faut ajouter. Puis en sciences, moi j'ai une formation scientifique au départ, puis on nous apprend justement à écarter l'humain, parce qu'on veut de la science, puis des chiffres purs, puis pas d'interférence humaine, à moins d'être en sciences humaines. Sciences sociales, c'est autre chose, parce qu'on travaille sur l'humain. Mais mettons les sciences inhumaines, on va les appeler comme ça, euh, physique, chimie, bio, astronomie, géologie, tout ça, euh, on nous apprend à écarter l'humain de là-dedans parce qu'on veut pas te savoir que tu t'es enfargé puis tu as réfléchi puis tu as eu de la misère. On veut avoir tes données puis ton protocole. Puis, fait que ça, c'est un handicap après quand vient le temps de parler au grand public parce que parfois, il faut se déformer de cette formation-là puis faire OK, là, je vais parler pas à d'autres scientifiques, mais à des hommes et des femmes et autres qui ont des émotions puis qui ont besoin qu'on vienne les chercher par des émotions. Puis c'est, c'est sûr que, encore là, ce que je raconte là, c'est lorsqu'on a le luxe d'avoir de la place, un long article à l'agence Science Presse ou à Québec Science ou quoi que ce soit, on a ce luxe d'espace-là, on a le temps de déployer la pièce de théâtre dont je parlais tantôt, puis d'installer le décor et tout ça. C'est sûr qu'une brève de 150 mots, oublie ça, en tout cas, on a moins de place pour ça. Des fois, on va un peu plus directement au but. Il y a une question de Myriam. L'inverse est-il possible si je viens du domaine des communications et non du domaine de la recherche et que j'ai fait de la vulgarisation scientifique par le passé? Puis-je participer à la bourse? Euh, Myriam, il me reste une erreur à mentionner, puis après ça, on va embarquer dans les questions et c'est une excellente question si ça te va. Euh, je disais, en fait, la dernière erreur dont je veux parler, euh,
ça boucle un peu la boucle. J'ai parlé en intro que votre participation à la Bourse Faire enseigner, c'est plus qu'un texte, c'est une candidature pour une job que vous envoyez. Et puis, ben, l'erreur, c'est de ne pas se mettre dans la peau d'un vrai journaliste ou d'une vraie journaliste qui doit trouver un sujet intéressant et qui doit écrire un article intéressant et qui doit démontrer au jury que OK, elle a réfléchi, puis elle a eu de la misère à trouver ses sources, puis ses interviews, ben, comme un vrai journaliste, c'est pas tout le temps facile. Des fois, c'est la veille du deadline, quand enfin on a une réponse, puis on fait une entrevue en catastrophe, puis en tout cas, moi, c'est ça. Peut-être pas Pascal, mais Pascal, lui, il est ordonné, puis il est bien. Il est bien. Il travaille bien, lui. Mais bon. Fait que c'est ça, mettez-vous vraiment dans la peau. Dites-vous, OK, je ne suis plus l'étudiant de microbiologie que je suis normalement. Je deviens journaliste scientifique et je dois shiner. Je dois montrer à ces juges-là, à ces jurys-là, que, OK, je n'ai pas l'expérience, mais mon Dieu, que j'ai le bagou, puis j'ai le vouloir. Je cherche des bonnes sources, puis j'en cherche plusieurs. Puis j'aimerais ajouter à ce que disait Pascal tantôt, faut, on, aller chercher des sources et citer-les. Puis quand tu parlais d'indépendance tout à l'heure, Pascal, c'est que ça peut même arriver que vous passez du temps avec quelqu'un, trois quarts d'heure de discussion avec cette personne-là, puis avec plein d'autres personnes, puis que cette personne-là, au final, vous gardez même pas ce qu'elle vous a dit. Parce que vous lui devez rien. Et ça fait mal au cœur au début. La pauvre personne, elle m'a accordé trois quarts d'heure de sa journée, puis elle a été super fine, puis elle m'a même donné un verre d'eau quand je suis arrivé en entrevue. Puis au final, on la garde même pas. C'est pas si fréquent, mais moi, ça m'est arrivé à quelques reprises et j'avais les remords. J'étais, ah, mon Dieu, ça me fait. Tu sais, cette personne-là, ça sera la moindre des choses. Mais non, elle fait partie du corpus d'infos que vous trouvez dans ça. Puis au final, si elle n'est pas nécessaire à votre texte parce que vous avez changé langue en cours de route ou pour n'importe quelle raison, ben c'est ça l'indépendance journalistique. Donc mettez-vous dans la peau d'un vrai journaliste, trouvez un sujet intéressant, écrivez un texte intéressant et montrez à tous ces 10 personnes-là qui vont lire votre texte que ben, vous avez compris l'essence du métier de journaliste. Puis je pourrais ajouter à ça Oui. que si ça vous semble plus facile, essayez de vous mettre dans la peau d'un public, de votre public d'un public qui connaît pas votre sujet ou qui n'est pas nécessairement intéressé par votre sujet a priori. Quand je dis pas intéressé par votre sujet, ça veut dire ceci. Euh, on est tous On a tous nos sujets de prédilection. On a tous des choses pour lesquelles, quand on scrolle sur nos réseaux sociaux, quand on scanne une page de web d'un site d'actualité, tous ces sujets auxquels on consacre une demi-seconde, puis on passe au sujet suivant. C'est peut-être ce public-là que vous devez essayer de rejoindre. Demandez-vous donc ce public-là, dont je sais qu'il va se sentir concerné par mon sujet, comment est-ce que je vais attirer son attention? Et ça, si vous réussissez ça, ben, vous avez vos deux, trois premiers paragraphes, comme disait Joël tantôt. Il y a plein, plein, plein d'excellents sujets que vous pouvez trouver dans d'excellents magazines de vulgarisation qui commencent par une anecdote ou une description d'un lieu ou une déclaration qui, à vous, chercheurs, vous semblerait peut-être secondaire. Vous n'auriez jamais mis ça dans l'introduction de la recherche, mais là, c'est votre hameçon, en quelque sorte, pour attirer le lecteur. Puis après ça, le reste va en découler. Fait que c'est ça. C'est comme deux stratégies. Celle, comme dit Joël, qui est de vous mettre dans la peau d'un journaliste, puis celle qui serait, puis les deux stratégies sont indépendantes l'une de l'autre, là. Celle qui serait de se demander qu'est-ce qui va intéresser mon public? Ou encore, comment je peux l'intéresser à ce sujet qui autrement lui semblerait peut-être obscur? Moi aussi, Pascal, quand je donne des formations, je dis ça, mettez-vous dans la peau de votre voisin ou de votre coiffeur ou de peu importe qui ne connaît pas votre univers, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est sortir de sa propre peau, puis oublier ce qu'on sait, tout ce qu'on sait, puis se mettre dans un cerveau plus vierge de ces infos-là, c'est pas si facile à faire. Tout ce qu'on vous a dit depuis une demi-heure, trois quarts d'heure est plus facile à dire qu'à faire, on en est Oui, conscient. effectivement. Mais relativisez. Quand vous aurez quitté la formation, ne vous dites sûrement pas, oh mon Dieu, je ne serai jamais vulgarisateur, c'est bien trop compliqué. Parce que le but de la formation ce midi, c'est vraiment de vous éviter les erreurs les plus grossières. Ça se peut qu'il y en ait parmi vous qui, nous ayant écoutés, se sont dit, ah ben finalement, je suis pas si pire, hein. Je fais des bonnes introductions, puis bon, je donne la parole. Ça se peut, là, c'est très possible. On vous a juste apporté, Joël puis moi, un petit peu notre expertise sur la base des
des erreurs les plus grosses qu'on voit année après année, puis pour lesquelles on se dit, pourtant, ça aurait été un bon sujet. Oui, souvent on dit ça, en fait. Mhm. Voilà. En ce qui me concerne, ça fait le tour de ce que j'aurais voulu souligner aujourd'hui. Peut-être si Pascal, tu en as d'autres à lancer, c'est le moment. Sinon, on peut se tourner vers les questions des gens. Oui. Oui. Alors donc, Myriam, je viens du domaine des communications et du journalisme et non du domaine de la recherche. Et j'ai fait la vulgarisation scientifique par le passé, puis je participais à la bourse. Ben là, je dois me référer au règlement officiel du concours. Il y a un règlement qui dit, pour être admissible à la bourse Fernand Séguin, il ne faut pas ne pas exercer professionnellement la communication scientifique ou le journalisme scientifique. Et là, il y a un petit astérisque qui décrit ne pas exercer professionnellement la communication ou le journalisme scientifique signifie ne pas avoir retiré plus de 50% de ses revenus d'une activité journalistique au cours des 3 dernières années, que ce soit journalisme écrit, à la radio, à la télé, sur le web, par des activités d'écriture, d'édition, de production d'articles journalistiques, et ainsi que par des activités d'animation, genre animation scientifique dans des écoles ou ce genre de choses-là, ou de recherche pour des émissions scientifiques à la radio ou à la télé. Ces détails-là se sont accumulés au fil des années avec les différentes candidatures qu'on a reçues. Ça dit aussi les personnes étudiantes peuvent participer dans la mesure où elles seront en mesure de se libérer pour effectuer leur stage. Oh, ça, c'est un autre aspect. Fait que, bref, c'est un concours qui cherche de la relève, qui cherche des nouveaux talents. Et puis, en gros, l'esprit de ce règlement-là, c'est que si vous travaillez déjà dans ce domaine-là, vous n'avez pas besoin de la bourse Fernand Séguin. C'est chiant, c'est de façon un peu brutale et rigide, c'est un peu l'esprit de ce règlement-là. Le principe étant, ben, s'il y a déjà la moitié de votre revenu que vous faites depuis 3 ans, vous faites déjà du journalisme scientifique, ben, on vous demande de laisser la place à ceux qui veulent tenter le coup parce que vous avez déjà des contrats, vous, dans ce domaine-là. Maintenant, si je peux ajouter quelque chose, la question de Myriam m'en rappelle une que je vois souvent surgir dans mon cours à l'université, qui est beaucoup plus large, qui est celle-ci. Ben, j'ai pas étudié en sciences. Est-ce que j'ai le droit de faire de la Ah. vulgarisation? Et la réponse est oui. Est-ce que Puis il y j'ai a le plein. droit? Hein? Est-ce que j'ai le droit? C'est formulé comme ça? Ben, est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je vais pouvoir le faire? Parce que effectivement, il n'y a pas juste le droit, mais est-ce que je vais être capable de faire de la vulgarisation vu que j'ai pas étudié en sciences? Et la réponse est oui. Mhm. D'une part, effectivement, c'est pas une question de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de corporation professionnelle des vulgarisateurs. Mais d'autre part, il y a plein de gens dans le milieu de la communication scientifique au Québec qui n'ont pas étudié en sciences et qui sont entrés là par des études en journalisme ou en communication, peut-être même en autre chose. Donc, c'est pas une profession, c'est pas une série de professions, c'est pas un parcours qui serait réservé aux gens qui ont étudié en sciences. Moi, de façon peut-être un petit peu caricaturale, moi, ce que je dis, c'est que ben, il y a des gens qui ont étudié en sciences puis qui se débrouillent pas trop mal pour écrire. Puis il y a des gens qui ont étudié en journalisme puis qui se débrouillent pas trop mal avec la science. Puis dans les deux cas, ben, le corpus de journalistes scientifiques au Québec est composé un peu de ces deux bibittes-là. Et puis, dans les deux cas, il y a des très bons journalistes dans les deux camps et il y en a des mauvais dans les deux camps. Mais bon, ça fait que c'est pas tant le parcours qui détermine si vous allez faire un bon journaliste, c'est peut-être un fond de talent et de suivre des formations comme celle de ce midi et plusieurs autres. Mais voilà. Émile, on t'écoute. Oui, merci. Alors, j'ai deux questions. D'abord, est-ce que le sujet ou le domaine peuvent influencer la décision du jury? Au sens que, est-ce que le sujet ou le domaine peuvent être usés d'une certaine manière s'il y a des sujets qui reviennent beaucoup dans les candidatures, ou bien si un domaine a été choisi pour la précédente bourse, donc que les jurés pourraient se dire, OK, on va essayer de privilégier un autre domaine d'études ou quelque chose comme ça. Non, ça, c'est jamais arrivé. Puis en aucun cas, on dirait que, un sujet, imaginez si c'était le cas, on pourrait dire que, bon, les changements climatiques, ça fait 40 ans qu'on en parle, oublions ça, là. Bon, alors non, on raisonne pas comme ça. Puis on a même une maxime en journalisme qui est la suivante. Il n'y a pas de mauvais sujets, il y a par contre des mauvais angles. Ce que ça veut dire, c'est que tous les sujets sont bons, même si ça fait 2000 fois qu'on en parle dans les médias. C'est peut-être un bon sujet si vous réussissez à trouver un angle d'attaque, un angle d'entrée, un fil conducteur qui est original, qui est différent, qui vous démarque un peu. Donc non, c'est jamais arrivé que le jury dise, ah ben voyons donc, il y a 3 textes cette année sur le même sujet, oublions ça. Non.
Merci. Ma deuxième question, c'est à propos des formats. Est-ce que, encore une fois, le jury peut être influencé par le fait qu'il y a beaucoup de sujets peut-être qui ont été choisis en format écriture, ou bien, encore une fois, tout est ouvert au sens... C'est pas mal, tout est ouvert. C'est sûr que c'est relativement récent dans l'histoire de la bourse qui est soit ouvert aux autres formats. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de circonstances dans lesquelles on aurait trouvé qu'il y avait trop de texte et donc il fallait équilibrer. Euh, Fait que je saurais pas dire. Peut-être que Joël, avec ton regard extérieur, tu pourrais dire quelque chose sur les formats autres que le texte, si tu as senti quelque chose dans les évaluations. Ben, premièrement, de façon un peu statistique, il y a encore une majorité d'œuvres journalistiques qui sont sous forme écrite qu'on reçoit à la bourse. Mais à chaque année, il y a un ou deux formats type balado, donc audio, un ou deux formats vidéo. Le format multimédia arrive pas souvent. Euh, Cela dit, j'ai pas l'impression, moi, en tant qu'observateur des jurys, que ça change quoi que ce soit dans leur perception. Ils se, ils se soucient pas tant que ça du format. Ils rentrent dedans puis ils vont voir, OK, c'est les mêmes critères d'évaluation, de pertinence de sujet, etc., etc. Euh, Étant donné qu'il y a encore une majorité de candidatures sous forme de texte, ben, il y a une majorité de lauréats. Les gens qui gagnent, c'est très souvent des textes. Mais j'ai une exception qui me vient en tête. Il y a 3 ans, Ilric Duhamel qui est arrivé deuxième, parce qu'à l'époque, on avait assez de sous pour faire deux bourses. Lui, c'était un balado, un format balado. Donc, il est arrivé, il a eu prix de la relève, qu'on l'appelait, donc le deuxième prix de la bourse avant Seguin. Donc, bref, ça change rien, Émile. C'est tout aussi valable et on peut être bon et mauvais dans les deux cas, dans Ouais, tous les formats, je veux dire. très bien, merci. Audrey, est-ce que selon vous, tout peut devenir un sujet scientifique si on l'aborde dans cet angle? Dans quel angle, Audrey? Ben, si on l'aborde dans l'angle scientifique, genre si un sujet n'est peut-être pas scientifique en soi, mais qu'on creuse puis qu'on découvre qu'il y a des recherches qui ont été faites sur, je sais pas trop. C'est intéressant parce que je pourrais répondre en deux temps. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de candidatures à la Bourse en Séguin comme ça. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de textes journalistiques qui partent d'un phénomène social ou économique ou politique et qui lui trouvent un angle scientifique. En journalisme, on fait ça très, 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 très souvent. Euh, et donc, autrement dit, c'est pas un empêchement. Je sais pas s'il y a eu tant de candidats de la Bourse en Séguin qui ont eu ce réflexe-là. Joël. Ouais, c'est intéressant aussi parce que moi, j'ai souvent tendance à dire, euh, à mes débuts du moins, moi j'étais comme ça, je ne veux pas généraliser à tous les gens qui débutent dans ce domaine-là, mais moi, à mes débuts, je cherchais la découverte scientifique ou l'événement scientifique, puis je tricotais mon texte autour de ça. Puis ma perception maintenant du travail, c'est plus, si je fais le parallèle par exemple avec un journaliste spécialisé en géopolitique du Moyen-Orient, ben c'est lui qu'on va dépêcher sur un sujet lorsqu'il se passe quelque chose au Moyen-Orient. Et ce qu'il va raconter, c'est la vie des gens là-bas, puis comment elle est bouleversée, puis qu'est-ce qui se passe. Puis moi, j'aime bien faire le parallèle avec la science. En tant que journaliste scientifique, je ne vois pas ma job comme décortiquer la science. Ma job, c'est de présenter des événements de société et de montrer la science qui est en dessous. Donc, mon expertise devient nécessaire pour expliquer. Je ne suis pas là juste pour parler de la science, je suis là pour parler d'un événement de société qui se passe, une révolution de je ne sais trop quoi. Et j'ai les skills, j'ai les habiletés qu'il faut pour aller lire des articles scientifiques, puis décortiquer, puis les comprendre. Fait que oui, Audrey, je pense que même, en fait, mon conseil à toi et à tout le monde, c'est surprenez-nous. Arrivez-nous avec un sujet qui n'est pas si scientifique que ça de prime abord, si scientifique que ça de prime abord, et puis révélez-nous, montrez-nous à quel point il l'est en réalité, puis que, comme tu dis, la recherche qui se fait en dessous. Merci. Myriam Labbé, justement, avez-vous des recommandations pour traiter d'un sujet des sciences humaines ou politiques? Oh, je te le laisse celui-là, Pascal. Ouais. Il faut nous surprendre parce qu'il n'y a pas d'empêchement à ça. Il y a cette croyance sur laquelle, quand on fait de la vulgarisation, c'est juste pour les sciences dites pures, les sciences inhumaines, comme disait Joël tantôt.
Mais c'est pas vrai. Je veux dire, bien sûr qu'on peut faire de la vulgarisation de recherche en histoire, en sociologie, en sciences politiques, et Dieu sait s'il y en a qui sont extrêmement compliqués. Mais on a de la misère, pas parce que c'est interdit, parce que souvent, c'est difficile de vulgariser juste. C'est moins intéressant, ça interpelle moins le lecteur si vous lui vulgarisez une recherche qui parle d'idées, qui analyse l'évolution des idées dans le temps. Là où ça devient intéressant, c'est quand on peut la rattacher à un phénomène social. Exemple, quelqu'un qui sortirait demain matin une recherche sur l'évolution de la crise du logement au Québec depuis 20 ans, ben, vous pouvez être sûr qu'il y a plein de journalistes qui vont en parler le lendemain parce que là, ils vont voir bien sûr un lien avec ce qui se passe aujourd'hui et comment ça a évolué dans le temps. Mais c'est rare qu'une recherche en sciences sociales est autant ancrée dans l'actualité que ça, ou autant ancrée dans ce qui va interpeller un lecteur. Fait que c'est souvent pour ça qu'on a de la misère à trouver des sujets, à trouver des recherches en sciences sociales à vulgariser. Ce qu'on voit souvent, si on se réfère aux médias, c'est les experts qui vont être interviewés pour commenter un événement. Alors ça, on n'a pas besoin de chercher loin. Depuis 2 semaines, à peu près tous les experts du Venezuela au Québec, au Canada, à l'étranger, ont été interviewés dans l'un ou l'autre des médias parce que là, ils peuvent apporter une expertise sur qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans au Venezuela, à quoi ressemble le gouvernement actuel, quelles seraient les perspectives d'avenir, et ainsi de suite. Par contre, je suis prêt à parier que très peu de ces chercheurs-là ont vu leur recherche depuis 20 ans être répercutée le jour où il y a quelque chose dans les médias. Parce que forcément, un chercheur en sciences politiques qui, il y a seulement 6 mois, aurait publié une recherche sur le chavisme, le mouvement chaviste au Venezuela, bon, la majorité des Québécois, on aurait dit, bof, oui, OK. Par contre, aujourd'hui, cet expert-là devient quelqu'un qui se fait interviewer sur toutes les tribunes. Alors, elle est là, la distinction, puis j'avoue qu'elle n'est pas facile à faire. Elle est un peu frustrante quand on est en sciences sociales, mais c'est juste de rappeler, OK, est-ce qu'il y a un angle d'attaque que je pourrais trouver sur cette problématique-là qui me permettrait d'aller chercher l'expertise de politologue, par exemple? Hmm. Ça revient un peu à l'idée du choix du sujet. Souvent, un sujet d'actualité est, et souvent et habituellement bien choisi, quelque chose dont on parle maintenant, comme le Venezuela. Là, ça nous force à aller chercher la source et la science derrière. Ben, si vous nous arrivez juste avec le chavisme il y a 6 mois, ben, il va peut-être. Le texte serait pas si différent. En tout cas, c'est pas vrai. Il y a le storytelling qui pourrait être très différent, mais bref. Il y a comme un. C'est pas tant choisir le texte pour la science que pour l'enjeu de société qui est, qui est dans l'air du temps en ce moment, qui va faire que le texte, là, il s'arrime dans le cerveau des gens, puis il devient pertinent, entre guillemets. C'est toujours pertinent, vous allez me dire, mais il devient pertinent dans le cerveau de la lectrice ou du lecteur qui ne connaît pas d'emblée le sujet. On est rendu loin là, pour une formation Fernand Seguin. Là. Ça devient un cours de journalisme. Myriam, J'ai continue. une autre question. Vas-y. Disons qu'on a un sujet en tête et qu'on aurait un angle qui nous intéresse, mais que, bon, en fouillant sur le sujet, on se rend compte que, ah, tiens, je savais pas, mais ce sujet-là a été publié dans Québec Science ou à Découverte il y a 1 an, il y a 2 ans. Est-ce que ça nous disqualifie? Qu'est-ce qu'on fait? Je suppose que la base, c'est ben, on s'arrange pour pas faire la même chose qu'eux, mais bon, des fois La c'est première, difficile. la première question que je me poserais, c'est est-ce que la situation a évolué depuis 2 ans? Et si oui, ben vous avez votre angle. Facile demain. Non, mais c'est ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de dire, si c'était ça en journalisme, imaginez-vous le mal de tête qu'on aurait, parce que souvent on a cette impression-là, mon Dieu, mais tous les sujets ont déjà été couverts. Alors souvent, le point de départ, c'est, OK, ils en ont parlé il y a 2 ans, mais il y a des domaines de la science dans lesquels 2 ans, c'est très, très, très long. Donc, qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis? Et à l'inverse, s'il n'y a pas de neuf, qu'est-ce que fait, Pascal? Oui, effectivement, même ça, si l'article de Québec Science se terminait en mode piste de solution, hein, voici les choses qu'il faudrait faire pour régler le problème, là, on regarde ça 2 ans plus tard et il n'y a rien qui s'est passé. Hmm. Ben, c'est peut-être ça votre angle. Ouais. Il y a Maria qui lève la main. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question est pour savoir, par exemple, qu'on est à l'aise avec le format écrit.
Est-ce que les stages offerts par la bourse Fernand-Séguin nous donnent l'opportunité d'apprendre à créer d'autres formats comme les formats vidéo ou les multimédias? Tout à fait. C'est un beau florilège, un beau bouquet de stages que vous avez si vous remportez la bourse Fernand Séguin. Euh, Au-delà de l'ordre chronologique, là, mais je vous les nomme comme ça, mais en fait, il y a un long séjour à Radio-Canada, et là, vous allez à l'émission Découverte, donc on est bien sûr en mode télé, vous allez à l'émission Les Années-Lumière, donc en mode radio, et tout le volet écrit si vous allez sur le site d'information de Radio-Canada, ils ont des nouvelles scientifiques aussi, bien, il y a des humains derrière qui les écrivent, donc les journalistes écriveux des nouvelles scientifiques, un petit bout avec eux. Ça se pourrait, et là, prenez pas ça pour du cash, mais on est en train de commencer à discuter pour peut-être aller faire un tour aussi du côté de l'émission Les Décrypteurs, qui, eux, font des reportages plus courts, du fact-checking presque en direct dans l'actualité. Donc, c'est une autre dimension que l'émission Découverte, où on est sur des longs reportages qui prennent parfois des mois à faire. Donc, ça se pourrait qu'il y ait un petit tour par les décrypteurs. Après ça, il y a en mode plus journal quotidien, il y a le journal La Presse et le journal Le Soleil qui vous reçoivent aussi. Et après, en mode un peu plus magazine, il y a l'agence Science Presse avec Pascal c'est toi le coach principal, je suppose, Pascal, si un stagiaire passe chez vous. Oui, Je oui. dis si parce que vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Il y a un banquet de stages disponibles. Il y en a qui sont entre guillemets obligatoires, ceux à Radio-Canada parce que c'est le partenaire principal du concours. Ceux au Soleil et à la Presse, c'est pas obligatoire, mais eux, ils donnent des sous en plus. C'est un stage rémunéré. Ça fait que si vous voulez la totalité du 20 000, il faut mieux aller là. Mais après, vous pouvez piger dans ceux qui vous intéressent. Donc, à l'agence Science Presse, on est à l'écrit. Quoique les personnes peuvent-elles s'impliquer à l'émission Je vote pour la science? Ouais, mais ça dépend du moment de l'année parce Oui. que l'émission n'est pas diffusée entre mai et septembre. OK. OK. Ensuite, bien sûr, il y a pour la suite, c'est surtout à l'écrit, par contre. C'est Québec Science, Magazine Les Débrouillards et Curium. Il y a Québec Oiseau qui est disponible, que les gens vont moins souvent là, mais il fait partie des partenaires d'accueil. Donc oui, un peu de radio puis de télé à Radio-Canada surtout, puis ensuite c'est surtout de l'écrit. Merci. Il est midi 59 et il semble plus y Puis avoir là, de questions. je Oui, vais en Pascal, profiter pour vas-y. ajouter quelque chose, c'est que, cette énumération que vient de nous faire Joël, ça rappelle autre chose pour ceux d'entre vous qui êtes novices là-dedans ou qui n'avaient jamais touché au journalisme, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout aimer si vous en lancez en journalisme. Si ça vous paraît une profession qui est encore un peu obscure, vous ne savez pas trop dans quoi vous aimeriez vous garrocher, ben, la bourse a cet avantage de vous permettre, après 6 mois, de dire, ben, finalement, c'était super le fun, le stage de découverte, mais la télé, moi, ça m'intéresse pas, c'est l'écrit que j'aimerais faire. Personne ne va vous en vouloir, puis c'est tout à fait normal de se découvrir des aptitudes plus dans un domaine que dans l'autre. Et c'est une des beautés du journalisme. Il n'y a pas une voie prescrite au départ, puis il n'y a pas non plus cette obligation de tout faire, d'être bon dans tout. On se spécialise inévitablement petit à petit. Moi, je conclurais avec, moi, j'aime bien synthétiser ce qu'est le fait de devenir lauréat ou lauréate, de gagner, en fait, de remporter la bourse Fernand Séguin, parce que personne d'entre vous aujourd'hui va faire les erreurs qu'on a énumérées, donc vous allez tous gagner. On ne pourra pas, mais il va falloir les départager autrement, Pascal, parce que là, ils ne feront plus les erreurs qui nous permettent de les départager. Euh, je synthétise tout ça en disant la bourse Fernand Séguin, si on veut démarrer une carrière en journalisme scientifique, c'est un triple accélérateur. Ça permet bien sûr d'apprendre le métier en accéléré parce que là, pendant 6 mois, 6, 8, 9 mois, on fait des stages avec des pros comme Pascal, comme Jean-François Clich au Soleil, comme plein de monde qui nous coach, qui nous retravaille nos textes, qui nous retravaille nos capsules audio, etc. Donc, on apprend le métier assez rapidement. On n'a pas de formation au Québec officielle de journalisme scientifique, de formation universitaire, je veux dire, de baccalauréat, par exemple. Donc, c'est des vrais stages. Euh, Ça accélère aussi ensuite de se faire un réseau de contacts parce que possiblement, si vous aimez le métier et vous voulez continuer, possiblement vous allez être pigiste, c'est-à-dire travailleur autonome, et vous allez offrir vos services aux agences Science Presse de ce monde et à d'autres donneurs d'ouvrages. Donc, d'avoir passé 6 à 8 mois dans ce petit écosystème-là et à connaître les rédacteurs en chef par leur nom dans tous ces endroits-là,
Donc, le réseau de contacts qu'on se fait en accéléré, qui est nécessaire par la suite. Et puis, le troisième, ben, c'est de se monter un portfolio rapidement. Parce qu'à tous ces endroits-là où vous faites des stages, ben, vous faites des articles, vous faites des capsules vidéo, des reportages, des ci, des ça. Donc, ça vous permet, après coup, quand vous embarquez sur le marché du travail, ben, d'être capable rapidement de dire à un nouveau rédacteur en chef, tu veux voir de quoi je suis capable? Clique, va sur mon site web ou va voir la liste de choses que j'ai fait. Et ça permet, parce que c'est un milieu où on disait tout à l'heure, on ne vous demandera pas d'où vous arrivez. On ne vous demandera pas, es-tu un scientifique qui est devenu journaliste ou un journaliste qui est devenu. On s'en fout un peu dans cet univers-là. C'est quoi un peu de votre parcours. On veut savoir de quoi vous êtes capable. Êtes-vous bon dans ce que vous faites? Fait que là, on va vous demander votre portfolio. On va vous demander, donne-nous des exemples de ce que tu as fait. Et puis là, ben, en 6, 8, 9 mois de stage, on accumule rapidement un paquet de petits et gros reportages sur quelques plateformes différentes. Donc, c'est la triple accélération. On apprend le métier en vitesse, on se fait un réseau de contacts en vitesse et on se monte un portfolio en vitesse. Et ça y est, on plonge dans le milieu après, puis on est ferré pour faire des sous, pour l'utiliser comme en faire son métier. Si jamais il y a d'autres questions, ça se pourrait, peut-être en cours de route, si vous commencez, vous trouvez votre sujet, vous commencez à travailler. Sur le site web, il y a une adresse, je pense que c'est BFS, comme dans Bourse Fernand Séguin, BFS, commercial, association. C'est moi, ça. Les questions m'arrivent directement, ça fait qu'hésitez pas à dire si vous voulez faire des liens avec dans la formation, vous avez dit telle affaire, ou puis au pire, je repasserai à POC à Pascal qui vous répondra s'il y a une meilleure réponse que moi. Mais n'hésitez surtout pas. Moi j'allais dire ma job. Ma vraie job, c'est de faire du journalisme, mais mon bénévolat pour la CS, de m'occuper de la Bourse Fernand Séguin, c'est de contribuer à ça, de favoriser l'émergence de nouveaux talents. Ça fait que moi, je vais tout faire pour vous aider. Fait que posez vos questions, n'hésitez pas, écrivez. Puis tant mieux si vous me posez une colle à laquelle là, je ne peux pas répondre. C'est bon signe. C'est un signe de grande intelligence. Voilà. Pascal, un dernier petit mot de la fin, toi aussi, ou oui? Non, je pense que tu Non? as bien résumé ça. Bon, excellent. Ben, merci pour ton temps, Pascal. Merci à vous toutes et vous tous. Je vous souhaite des bonnes réflexions, oser. Je sais que c'est beaucoup de travail. Faire un premier article, on n'arrête pas d'en parler, faire des entrevues, des lectures, des ci, des ça, écrire puis réécrire, puis faire lire à notre concierge, euh, puis s'il y a 30 participants, il n'y a qu'une personne là-dedans qui va obtenir la bourse. Sauf que oser, puis oser plusieurs fois s'il le faut. Si vous ne rentrez pas la première année, ben corriger, puis retravailler, puis expérimenter, devenez c'est ça, expérimenter en bourse Fernand Séguin, puis éventuellement, c'est arrivé régulièrement que des lauréats puis des lauréates soient d'anciens participants des années précédentes qui n'avaient pas réussi la première, puis la deuxième, puis qui réussissent la troisième fois. Donc, persévérer, c'est beaucoup de boulot, mais si ça fonctionne, c'est des portes dorées qui s'ouvrent à vous et une carrière fantastique en Et communication. en plus, si le simple fait de faire ce travail-là, de faire un article, faire des entrevues, faire l'article de vulgarisation, l'envoyer, si le simple fait, si juste ça, vous avez tripé en faisant ça, ben c'est peut-être un bon signe. Même si vous ne gagnez pas la bourse, c'est peut-être Mm. le signe que justement, hey, c'est le fun de faire de la vulgarisation, c'est le fun de faire ce genre de texte-là. Puis au moins, faites-en à votre compte, partez-vous un blog, proposez des textes au journal étudiant, puis l'année suivante, vous serez peut-être encore mieux ferré pour la bourse en Séguin. Et ce qui est cool, c'est que même si on ne remporte pas la bourse Fernand Séguin, on peut faire carrière en journalisme scientifique Oui. quand même. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que ça nous ferme les portes. Gagner la bourse Fernand Séguin ouvre les portes, mais ça ne veut pas dire que ceux qui la gagnent pas, ça leur ferme les portes. C'est ça. C'est pas comme faire son barreau, là. C'est pas comme l'examen du Non, barreau où si vous ne passez non, pas, vous ne serez pas avocat, là. oui, tout à C'est fait. une porte d'entrée. Exact. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Pascal. Et puis, au plaisir de voir passer vos questions. Merci, Caroline. Comme je disais, la conférence, la formation a été enregistrée, puis on va la mettre en ligne là, dans les prochains jours sur notre site web. Merci beaucoup à vous deux pour cette formation. Ce fut très instructif pour le concours et m'a apporté plusieurs pistes de réflexion sur ma carrière également. Ben, merci, Olivier. Allez, bon après-midi tout le monde. Bonne chance à tous. Oui, bonne chance. Merci, au revoir.
description. C'est très cool. Euh,